Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai un problème avec cette chaîne YouTube. Car en vous racontant les histoires de Greg Cantor, Paul Dirac, Grigory Perelman, j'ai conscience de contribuer à la propagation de certaines idées reçues sur les mathématiciens et mathématiciennes, qui seraient des gens à part, associables, voire autistes. Pourtant, et il convient de le rappeler, l'immense majorité des mathématiciens et mathématiciennes sont des personnes tout à fait banales qui vont au travail chaque jour dans le but de creuser un peu plus leur domaine de recherche et qui rentrent chez elles le soir pour se faire à manger, finir la soirée devant un bon livre ou une série Netflix. Comme tout le monde. C'est un biais de représentativité qu'il serait bon de ne pas oublier, et c'est vrai que les histoires que je raconte sur cette chaîne participent à cette fausse représentation. Mais bon, il faut dire aussi que certains ne nous aident pas. Car celui dont on va parler aujourd'hui a inventé un langage, écrivait plus de 1500 lettres par an, ne dormait pas, était à la fois incapable de beurrer ses tartines, amoureux de sa mère, sans domicile fixe, toxicomane, il a été arrêté par le FBI et a perdu un œil. Dans le rayon des mathématiciens pas comme les autres, je vous présente Paul Erdős. Bon, il faut que je vous dise, ils ont recommencé. YFood, ils m'ont demandé ce que je pensais de leur bar, moi je leur ai répondu que j'avais adoré, surtout celle au brownie et celle framboise chocolat. Et voilà ce que j'avais ce matin au courrier. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est à nouveau sponsorisée par YFood et on va se concentrer aujourd'hui sur leur bar. Alors pour celles et ceux qui ont l'œil, rassurez-vous, il y a bien 12 bars par pack, mais s'il en manque, c'est parce que... Quoi ? Oui, pardon, j'ai craqué avant de filmer la sponsor, ouais. Alors déjà, premier point à souligner, Nutri-Score A. Et alors bon, je préfère devancer tout de suite, s'il y en a parmi vous dans les commentaires qui s'apprêtaient à me dire « Oui, mais le Nutri-Score, ça fait pas tout », j'ai envie de vous dire, ça fait peut-être pas tout, ok, mais ouvre ton placard. Tu sais, le fameux placard avec toutes les cochonneries là, les bonbons, les gâteaux que tu manges d'habitude. Et maintenant, regarde sur les boîtes, tu verras. Pour le coup, c'est pas du tout classé A Nutri-Score. Et c'est bien là tout l'intérêt des bars YFood. Plutôt que de grignoter gâteau par gâteau pour s'apercevoir avec effroi à la fin de l'après-midi qu'on sait tout dégommer le paquet, sauf le dernier gâteau. On le laisse toujours le dernier, justement pour se dire qu'on n'a pas dégommé le paquet. Je vous vois. Et là, avec une barre de 60 grammes qui, en plus d'être vachement bonne, contient des vitamines, des minéraux, c'est parfait pour les petites faims et ça vous offre 2 à 3 heures de satiété sans le petit coup de barre qui vient après le dégommage traditionnel du paquet de gâteaux. Ça tient à l'arrière d'un sac ou dans la poche d'une veste. Je vous déconseille quand même fortement la poche arrière du jean pour des raisons évidentes d'accident de chocolat au moment de s'asseoir. Et surtout, c'est bon, tout simplement. Parce que c'est quand même ce qu'on demande avant tout à ces petits encas, du plaisir. La bonne nouvelle, c'est que vous avez moins 10% si vous passez par mon code promo Matador YouTube, le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Merci encore à YFood de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Bonne fête de Pi à tout le monde. Bah oui, si vous regardez la vidéo le jour où elle sort, on est le 14 mars. Quant à moi, je vous laisse avec cet énergumène incroyable qu'était Paul Erdős. Bonne vidéo. En introduction de cette vidéo, je vous disais que la plupart des mathématiciens et mathématiciennes travaillaient le jour et rentrent chez eux le soir. Rien n'est plus faux lorsqu'on parle de Paul Erdős. Tout d'abord, il est inexact de dire qu'il travaillait seulement le jour. Paul Erdős faisait des mathématiques le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Il ne dormait que 4 ou 5 heures quotidiennement et le reste du temps, soit environ 19 heures par jour, il faisait des mathématiques. Ensuite, il ne rentrait pas chez lui le soir, pour une raison simple, il était SDF, sans domicile fixe dans le sens où il n'était ni propriétaire ni locataire d'une quelconque habitation. La totalité de ses biens se résumait avec 2 petites valises, même pas remplies, avec lesquelles il arpentait le monde. Sa vie se résumait à visiter des collègues, être hébergé chez eux quelques jours, quelques mois, le temps de discuter de théorèmes, de réfléchir ensemble à des preuves de conjecture.
Sans prévenir, il débarquait chez eux avec ces mots « Mon cerveau est ouvert », ce qui voulait dire « Parlons mathématiques tous les deux, je suis prêt à t'accorder mon temps ». Son dicton préféré « Another roof, another proof ». Une sorte de commercial des maths qui prospecte de maison en maison, à la différence près qu'il n'avait rien à vendre. Simplement une envie de discussion mathématique avec les plus brillants esprits qu'il connaissait. Aucune attache, aucune famille, ou presque. Une seule et unique personne dans ce monde avait le privilège d'être pour Paul une véritable amarre, un port auquel il est revenu toute son existence, sa mère. Dès sa naissance, en 1913, un lien particulier avait uni ces deux êtres, de par un tragique événement. Pendant qu'elle accouchait de Paul, le 26 mars, les deux filles, Magda et Clara, de sa mère Anna, décèdent de la scarlatine. Paul se retrouve alors fils unique au beau milieu de ces deux fantômes de sœurs qu'il ne connaîtra donc jamais. Depuis, un amour indéfectible unit ces deux êtres pour toujours, comme si un lien trop fort, impossible à partager en trois, était pour eux le seul moyen de justifier ce cruel coup du sort. Ces deux-là ne se quitteront donc jamais, le destin leur a décidé ainsi. Et ne vous y trompez pas, pour Paul Erdős, c'est au maximum le destin qui régit les circonvolutions de nos existences, et en aucun cas un quelconque Dieu. Paul est un fervent athée agnostique, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en une divinité, mais en plus défend l'idée que l'existence ou pas d'une divinité est inconnaissable en soi. Il s'en amuse même en renommant Dieu le FS pour fasciste suprême. Selon lui, c'est le FS qui dissimule ses passeports ou sépare ses chaussettes. Ou encore lui qui cache le livre sacré, celui qui contient toutes les démonstrations mathématiques de tous les résultats possibles. Une façon pour lui, on l'aura compris, de se moquer de la croyance religieuse à laquelle il préfère largement la rationalité mathématique. Car oui, Paul Erdős est un véritable génie. On dit qu'à l'âge de 4 ans, il s'amusait à déterminer le temps que mettrait un train pour atteindre le soleil. Ou encore, après avoir demandé l'âge de quelqu'un, à calculer de tête depuis combien de secondes cette personne vivait. Évidemment, il a appris la lecture tout seul, et à un âge où la plupart d'entre nous apprenions seulement à former nos premières lettres de l'alphabet, il réalisait déjà mentalement des multiplications de nombres à 3 chiffres. Erdős ne vit que pour calculer, et il n'est nul besoin de détailler sa scolarité pour comprendre qu'il survola les apprentissages, puisqu'il avait la plupart du temps retrouvé par lui-même la majorité des résultats qu'on lui enseignait. C'est ainsi qu'il obtient son doctorat à l'âge de 21 ans seulement, avant même d'avoir terminé le cursus universitaire classique. Erdős brûle la vie par les deux bouts, et ce n'est qu'un début. Fuyant la montée du nazisme au début des années 30, Erdős s'installe en Angleterre, à Manchester plus exactement, où il a été accueilli, entre autres, par le mathématicien Godfrey Hardy, le fameux mentor d'un autre génie disparu trop tôt, Srinivasa Ramanujan. Là, il développe ses accointances pour la théorie des nombres, ainsi que son goût pour les jolies démonstrations. C'était d'ailleurs l'un de ses buts ultimes et totalement avoué. Puisqu'il existait la plupart du temps plusieurs manières de démontrer un résultat, sa grande satisfaction consistait à débusquer la preuve la plus élégante à ses yeux. Celle dont il avait l'habitude de dire « celle-là, elle vient directement du livre ». C'est également là que ses collègues purent constater cette curieuse manie qu'il avait de remplacer des mots avec un vocabulaire bien à lui. Le fasciste suprême pour Dieu, comme nous l'avons dit, mais aussi le bruit pour la musique. Sam pour désigner les États-Unis. De même, il avait coutume d'appeler les enfants des epsilon, en référence à la lettre grecque utilisée en mathématiques pour désigner des quantités infinitésimales. Il avait donc un langage bien à lui, que ses proches intégraient avec le temps avec amusement. Lorsque Paul Erdős demandait à quelqu'un « Quand le malheur s'est-il abattu sur vous ?», il fallait comprendre « Quand êtes-vous né ?» Lorsqu'il désignait quelqu'un de mort, vous deviez comprendre que la personne avait cessé de faire des mathématiques. Selon lui, les hommes ne sont pas des hommes, mais des esclaves, et les femmes, des patrons. Ainsi, lorsqu'on lui demanda un jour à partir de quand les epsilon devenaient des esclaves, il répondit sans sourciller « quand ils commencent à courir après les patrons ». Parallèlement à ses habitudes de langage hors normes, Paul Erdős faisait également preuve de beaucoup d'excentricité dans la vie courante. Allergique à toutes sortes de textiles, il avait fait faire la totalité de ses vêtements sur mesure et en soie. Il détestait qu'on le touche, et encore moins qu'on l'embrasse.
C'est en Angleterre que son autonomie forcée par l'absence de sa mère est devenue une nécessité. Il avouera plus tard avoir beurré sa première tartine à l'âge de 21 ans. Je m'en souviens très bien. Je venais de partir en Angleterre pour mes études, c'était l'heure du thé et le pain était servi. J'étais trop embarrassé pour avouer que je ne m'en étais jamais beurré. J'ai tenté, ça n'était pas si difficile. L'ironie veut donc que cette personne, toute fière d'avoir récemment appris à beurrer une tartine ou faire ses lacets tout seul, travaille quotidiennement sur des domaines complexes comme la théorie des graphes, la théorie de Ramsey ou la répartition des nombres premiers. L'un de ses premiers faits d'armes est d'ailleurs d'avoir travaillé sur le postulat de Bertrand, qui consiste à dire qu'entre un nombre et son double, il existe nécessairement un nombre premier. Un énoncé assez simple, mais qui a donné du fil à retordre à des générations d'amateurs et d'amatrices de la théorie des nombres. Jusqu'à une démonstration élaborée par Pafnuty Tchebychev en 1850. Une preuve réputée pour être particulièrement compliquée. Erdős propose alors en 1932, à l'âge exceptionnel de 18 ans, une preuve beaucoup plus simple et élégante que celle de son aïeul. Mais l'Europe devient de plus en plus dangereuse pour le peuple juif dans ces années d'avant-guerre, et il postule à l'Institute for Advanced Study de Princeton, où il sera évidemment accepté. Nous sommes le 28 septembre 1937 et l'Amérique est sur le point de découvrir le phénomène Paul Erdős. Ses deux petites valises sous le bras, Erdős débarque donc, comme à son habitude, chez des confrères, parfaitement à sa place dans le cadre de cette université de Princeton, dans laquelle les chercheurs n'ont absolument aucune obligation, pas d'heure d'enseignement, pas d'horaire fixe. À cette époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, Princeton est considéré comme le temple sacré de la recherche. Les plus grands esprits sont ici. Einstein, Gödel, von Neumann, Oppenheimer. Erdős collabore comme il aime le faire avec de nombreux mathématiciens et son nom commence à circuler dans les salons ou bien dans les revues scientifiques où il publie de plus en plus. Un jour où il suit une conférence de son confrère Mark Katz, il s'endort et est réveillé par une phrase du conférencier qui explique un problème qu'il n'a pas encore réussi à résoudre au sujet de l'étude de la convergence faible des fréquences de fonctions additives. Il explique qu'il travaille sur ce problème depuis des mois, et alors qu'il s'apprêtait à poursuivre, Erdős, les yeux encore obscurcis par le sommeil, se lève et lui explique que s'il le souhaite, il peut lui apporter la solution. Les deux se retrouveront donc à la suite de la conférence et il en naîtra l'un des résultats fondamentaux en théorie probabiliste des nombres, le théorème d'Erdős-Katz. En collaboration avec Atle Selberg, il parvient également à redémontrer le fameux théorème des nombres premiers, travaux pour lesquels Selberg obtiendra d'ailleurs la médaille Fields quelques années plus tard, mais à laquelle Erdős ne sera pas associé, Selberg ayant publié de son côté, sans mentionner son collègue. Mais qu'importe, Paul Erdős est bien loin de ses considérations pécuniaires, et seule la résolution des problèmes le motive. En 1941, avec deux de ses collègues, il est en route pour une conférence mathématique à Chicago. La route est longue et pour se dégourdir les jambes, il décide de faire une pause et admirer le bord de mer de Long Island. Profitant des beaux paysages et de l'océan derrière eux, ils se prennent en photo, discutent mathématiques, puis repartent tranquillement. Ce qu'ils ignoraient pourtant, c'est qu'ils étaient en fait sur une zone protégée et qu'un gardien un peu trop zélé les accusa d'avoir voulu espionner un émetteur radio de l'armée. Une alerte de niveau 9 est lancée et à midi, les trois garçons sont arrêtés par le FBI puis interrogés sur leurs activités dans la zone. Évidemment, ils seront relâchés dans la soirée lorsque les autorités s'aperçurent de la méprise. Lorsque l'on demanda à Erdős comment ils avaient pu rater l'énorme panneau défense d'entrée, il répondit « J'étais occupé à réfléchir à des mathématiques. » Aussi attachant qu'il puisse l'être, le personnage de Paul Erdős avait pourtant une face cachée, un côté obscur, la drogue. Accro aux médicaments et aux amphétamines, il prenait 10 à 20 mg de benzédrine ou de ritaline quotidiennement. Ces drogues, associées au café, lui permettaient de moins, voire ne pas dormir, lui donnant la possibilité de consacrer toujours plus de temps à la résolution de ses problèmes. Une légende raconte qu'un jour son ami Graham paria 500 $ avec lui qu'il serait incapable d'être abstinent pendant un mois. Erdős releva le défi, fut dans un état de manque évident pendant les 30 jours qui suivirent,
Et le délai imparti, il empocha les 500 $, et comme pour justifier à quel point ces substances lui paraissaient utiles pour son bien-être, il lui dit « Pendant 1 mois, je me levais le matin, je restais face à une feuille blanche, et il ne me venait aucune idée, exactement comme une personne ordinaire. Tu as fait reculer les mathématiques d'1 mois. » Puis, il reprit sa consommation qu'il ne parvint jamais à stopper, et encore moins après la terrible nouvelle qu'il apprendra en 1971, la mort de sa mère. En 1971, donc, Paul Erdős donne une conférence lorsqu'il apprend avec stupeur que sa mère vient de décéder d'un ulcère hémorragique à Calgary, au Canada. Erdős, on s'en doute, est dévasté. Il entre alors dans une profonde dépression et ajoute des antidépresseurs à la longue liste des produits qu'il consomme. Il se réfugie alors plus que jamais dans les mathématiques, travaille jusqu'à 19 heures par jour, écrit des centaines d'articles. Il accentue ses voyages, ses visites auprès de ses collègues et son itinérance est alors à son paroxysme. Pour autant, il ne pourra jamais se résoudre à revenir dans l'ancien appartement de Budapest dans lequel il dormait avec sa mère. Le traumatisme est profond et encore des années après, il ne cessera de l'évoquer dès qu'il le pourra. À partir de ce moment, la santé de Paul Erdős commença à décliner, à son grand désarroi. Dans les milliers de lettres qu'il envoyait chaque année, il avait pour habitude de signer avec des initiales qui varièrent selon son âge. À l'acronyme PGOM pour Poor Great Old Man, il ajoute 2 lettres à l'âge de 60 ans. PGOM LD, où LD fait référence à Living Dead. Vers l'âge de 65 ans, il ajoute encore 2 lettres, AD pour Archaeological Discovery. À 70 ans, il ajoute les lettres LD pour Legally Dead. Enfin, en 1987, il termine avec les lettres C et D pour Can't Dead. Dans les 10 dernières années de sa vie, Paul Erdős commença à perdre la vue d'un œil, au point qu'une greffe de la cornée devint urgente. L'anecdote qui suit montre à quel point les mathématiques étaient à cette époque une totale obsession pour Erdős. L'épouse de l'un de ses collègues, infirmière de son état, le pistonna pour obtenir une date d'opération malgré les mois d'attente. Lorsqu'un donneur fut enfin trouvé, Erdős était en route pour une conférence à Cincinnati. Arrivé sur les lieux, il refusa tout bonnement d'annuler sa conférence pour cette opération. Déployant des trésors de persuasion, son entourage finit par lui faire entendre raison. Et Erdős demanda si cette greffe de la cornée allait lui permettre de lire. Le médecin lui répondit que c'était même là tout l'intérêt de l'opération. Au début de l'intervention, on baissa les lumières de la salle, et c'est alors qu'Erdős se releva brusquement, demandant au médecin « Pourquoi avez-vous baissé les lumières? Vous m'aviez dit que je pourrais lire. » S'ensuivit alors une dispute avec le chirurgien qui n'avait pas compris qu'à travers son questionnement, Erdős avait émis le souhait de lire pendant l'opération, pour ne pas perdre un temps précieux de travail mathématique. Erdős finit par se calmer, notamment du fait que le chirurgien avait fait appel à des collègues mathématiciens qui vinrent discuter de mathématiques avec Erdős, conscient, pendant l'opération. Chaque année, en mars, Erdős avait l'habitude de fêter son anniversaire, ou plutôt comme il l'appelait, sa veillée mortuaire, lors de la conférence annuelle de Memphis. En 1994, pour ses 81 ans, il plaisanta sur le fait qu'il était très certainement en train de vivre son dernier carré, en référence à ce nombre 81, qui est égal à 9 au carré en mathématiques. Selon lui, à coup sûr, sa santé ne lui permettrait pas de vivre le prochain carré, à savoir 100 ans. Et malheureusement, cette funeste blague devint rapidement une prédiction. En mars 1996, 2 ans plus tard, pendant une conférence à Bova, Paul Erdős se leva pour écrire au tableau et tomba raide. Le micro encore disposé sous son col, il fut accompagné d'urgence par les services de sécurité sur un brancard. Pendant son transport, il reprit brièvement connaissance et on l'entendit murmurer « Dites-leur de ne pas partir. Je dois encore leur parler de 2 autres problèmes. » Il décédera des suites de ce malaise le 20 septembre 1996 à Varsovie à l'âge de 83 ans, terrassé par une crise cardiaque alors qu'il participait à une série de cours sur la combinatoire.
L'année d'après, la conférence annuelle de Memphis organisa une véritable veillée mortuaire en son souvenir pour fêter ce qui aurait dû être son anniversaire. La première intervention débuta par ces mots. « Cela devrait être une joyeuse occasion de nous réunir pour célébrer la vie de Paul Erdős. » Mais dans le public, parmi les 200 personnes ayant fait le déplacement, aucune d'entre elles n'arborait le moindre sourire. Ses plus grands amis et collaborateurs ont pris la parole tour à tour pour rappeler à quel point cet homme, ce vagabond des maths, leur avait apporté. Vera Sauce, qui a écrit avec lui pas moins de 35 articles, eut ces mots. « La veille de la mort de Paul, nous avons eu une discussion. Il travaillait alors sur un article. » Paul Erdős, au-delà de ses désormais légendaires excentricités, reste un mathématicien qui a marqué de façon indélébile le XXe siècle. On lit souvent que son incroyable productivité est à souligner, mais dans un monde académique où la règle du « publish or perish » est de mise, il semble plus raisonnable de mettre l'accent non pas sur les 1500 articles qu'il publia au cours de sa carrière, mais aussi et surtout sur la diversité de ses collaborations et des domaines qu'il balaya. Théorie des nombres, analyse combinatoire, probabilité, théorie des ensembles, analyse, la liste des thèmes abordés semble à son image inépuisable. Un petit jeu dans le monde des mathématiciens consiste d'ailleurs à étudier ce qu'on appelle le nombre d'Erdős. On attribue à Paul Erdős lui-même le nombre de 0, puis le nombre 1 à quiconque ayant publié un article avec lui, puis le nombre 2 à toute personne ayant publié un article avec quelqu'un ayant un nombre d'Erdős égal à 1, et ainsi de suite, de façon récursive. De par le nombre extrêmement élevé de collaborations, on conjecture même que quel que soit son domaine, un mathématicien ayant publié le moindre article a une forte probabilité d'avoir un nombre de Erdős faible. Alors oui, c'est vrai, Paul Erdős est loin d'être un mathématicien comme les autres, et sa mise en lumière peut fausser la représentation que nous devrions nous faire des professionnels de cette matière. Mais comment ne pas parler d'un tel phénomène ? À titre personnel, je ne suis pas mathématicien, je n'ai jamais publié et mon nombre de Erdős est à ce titre infini. Je ressens une admiration sans borne pour ce genre de personnage. Et s'il avait coutume de dire qu'un mathématicien est une machine pour transformer le café en théorème, je terminerai en disant que le Erdős est une machine pour transformer les novices en admirateurs.